Bienvenue sur Réunion. Sur ce podcast, on tente de découvrir et décoder ce qui arrive avec l'environnement, l'énergie, l'économie, la société. Ensemble avec des scientifiques, des experts, des leaders, nous aurons la perspective nécessaire pour comprendre comment tout est relié, quelle direction nous pouvons prendre et comment y parvenir, comme société, comme individu. Je suis Sylvain Morneau, vous écoutez Réunion. Bonjour à tous, bienvenue à Réunion. Aujourd'hui, je reçois Marc-André Gartin. Il est maire de Mont-Saint-Hilaire, qui est par ailleurs situé au pied du Mont-Saint-Hilaire et est reconnu par l'UNESCO comme première région de biosphère au Canada. À travers une mobilisation croissante pro-environnementale au Québec et ailleurs dans le monde, M. Gartin se distingue par sa préoccupation, son engagement, sa connaissance et son expertise au cœur des enjeux écosystémiques qui nous impliquent tous. À la fois professeur à l'université et étudiant au doctorat en sciences de l'environnement, portant sur la formation relative à l'environnement des décideurs publics, c'est à ce titre et avec joie que je m'entretiens avec lui. L'information est un ingrédient essentiel à la cohérence d'une société. Elle peut alors se déployer dans l'éducation et la formation. Monsieur Gartin, bonjour. Je vous remercie d'avoir bien voulu partager avec moi aujourd'hui ce temps que nous savons précieux. Le hasard ou le destin vous a mis sur ma route et je saisis l'occasion afin que nous puissions ensemble explorer cet avenir qui se dessine devant nous. Je voudrais, par le prisme de vos connaissances et expertises en matière d'éducation et formation en environnement, préciser, éclaircir votre vision globale de ce futur à créer. Comment va votre transition? Mais premièrement, merci de vouloir vous entretenir avec moi ce soir. C'est bien humblement que je me prête à l'exercice. J'espère que ça sera d'intérêt pour vous, pour votre public. Puis bien, merci. Alors, comment va ma transition vers la vie politique? En fait, c'est aussi intense que gratifiant. C'est un gros changement de vie, mais la fonction de maire est prenante, mais très gratifiante. Parlez-moi donc un peu de votre chemin de vie qui vous a amené vers nous. Alors, j'habite la vallée du Richelieu. En fait, je suis né dans la vallée du Richelieu, puis j'ai à un moment donné, quitté la vallée du Richelieu avec ma famille, puis on habitait l'Outaouais, j'étais enfant encore. Puis vers l'âge de 17 ans, j'ai décidé de revenir vivre à Mont-Saint-Hilaire. J'avais comme un appel. Puis j'avais un profond sentiment d'appartenance au lieu. Puis de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres un peu fortuites avec des gens hyper inspirants qui m'ont même fait changer de trajectoire professionnelle. Je devais étudier en droit ou en psychologie à l'université. J'étais admis dans des universités. Puis j'ai décidé de rebrousser chemin puis de faire des études en sciences à cause que je ressentais le besoin de mieux comprendre notre montagne, de mieux comprendre notre lien à la nature, et ainsi de suite. Puis j'ai fait des études en sciences de l'environnement, en écologie, au bac, de manière multidisciplinaire. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise en environnement qui m'a emmené à m'investir professionnellement parlant avec le Centre de la nature. Puis après ça, j'ai refait d'autres études en pédagogie de l'enseignement supérieur, en éducation à l'environnement pour me mener jusqu'à faire des études doctorales et m'intéresser à la recherche en éducation à l'environnement. Donc, puis à travers tout ça, le fil conducteur de mon engagement, ça a été de comprendre mon rapport à l'environnement, certes, à mon milieu de vie, puis ensuite à me préoccuper en fait de ce milieu de vie-là parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, puis en fait, ils ont tous grandi à Mont-Saint-Hilaire, donc pour moi, ça fait comme partie d'une éthique du proche, peut-être, dont on se reparlera plus longuement dans l'entrevue, mais d'être bien dans son milieu, que ce bien-être-là rayonne sur nos proches, puis que finalement, nos concitoyens deviennent, dans le fond, une communauté. Puis c'est vraiment ça qui m'anime, en fait. C'est de veiller au mieux-être de ma communauté. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui a amené une prise de conscience, un élément déclencheur? Ou...
un élément loufoque. Je suis avec des copains, on est adolescents, on est à flanc de montagne, à jouer comme des adolescents un peu téméraires, où on avait des slingshots puis on se lançait des glandes. En fait, on avait des balles de peinture à l'époque, puis ben ça coûtait cher. Rapidement, on n'en avait plus, donc on prenait des glands de chêne puis on se lançait ça à en faire des bleus. Puis finalement, une dame un peu âgée nous accoste bien poliment, plutôt anglophone, puis elle fait juste m'interpeller pour nous faire remarquer, mais est-ce que vous voyez les oiseaux qui vous tournent autour de la tête? Ouais, on n'avait pas remarqué, là, nous on était dans des rochers, puis on était préoccupés de l'autre qui était pour nous en sacrer une avec un gland de chêne dans le front, là, pour nous faire remarquer qu'il y avait des faucons pèlerins qui nous tournaient autour de la tête. Puis de fil en aiguille, la dame nous a approchés, mais d'une façon tellement humaine, intéressée ou autre, que ben, elle nous a intéressés à ça. Un de mes copains est devenu patrouilleur pour le Faucon Pèlerin. Puis tout. Moi, j'aimais ça parce que, bon, elle était très gentille. Donc, on parle de Anne-Marie Roth, qui a tenu, en fait, le centre de réhabilitation des oiseaux blessés de la Montérégie pendant plus d'une trentaine d'années. Puis c'est elle, en fait, qui m'a fait changer de trajectoire professionnelle, en fait, qui m'a permis de comme matérialiser mon intérêt pour la nature. Puis vous voyez, j'étais comme quasiment délinquant, je respectais pas trop les règles sur la montagne. Puis c'est par son approche qu'elle m'a fait voir notre montagne autrement. Ah. Et puis, finalement, vous avez travaillé dans le domaine de l'environnement pendant plusieurs années pour aboutir finalement à devenir maire. Comment ça s'est passé? Premièrement, il y a eu des études universitaires, c'est-à-dire que mon milieu de vie est devenu un objet de recherche. Je me suis intéressé à comment ça se faisait. J'ai fait une étude de cas, en fait, sur la protection du foyer Savoie au Mont-Saint-Hilaire dans le cadre de mes études de maîtrise, parce que je me rendais bien compte que, certes, les sciences naturelles pouvaient nous donner des éléments de réponse, mais les sciences sociales aussi pouvaient mieux nous aider à comprendre pourquoi on considérait l'environnement ou pas. Et puis ben c'est ça, j'ai fait une étude de cas sur la protection du Faucon pèlerin au Mont-Saint-Hilaire, puis toutes les questions d'aménagement autour de la protection de ce site-là, puis comment on pouvait influencer les décideurs publics à plus considérer l'environnement. Puis après ces études-là, c'était super intéressant, c'était très stimulant, mais c'était une étude exploratoire, puis je me rendais compte qu'il y avait peu d'écrits au Québec sur ces questions-là. Quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais un ardent désir de passer à l'action. Donc, puis bon, de fil en aiguille, à travers toutes mes études, j'avais fait plein de projets de conservation, puis tout ça. Le Centre de la nature décide de m'engager. Ils disaient, ben, viens donc travailler pour nous, viens développer en fait tout le volet de la conservation pour nous. Puis bien, riche de l'étude du cas que j'avais fait du Mont-Saint-Hilaire, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule. C'était bien le militantisme, une approche très engagée, puis d'interpeller directement les décideurs publics, mais à l'époque, hein, on était à l'ère de la conservation volontaire ou de l'intendance privée, puis j'ai changé mon fusil d'épaule en me disant, ben, plutôt que de me battre contre les gens qui veulent détruire l'environnement, pourquoi je travaille pas avec les gens qui possèdent des milieux naturels puis qui en prennent déjà soin parce que ben ils ont sur leur propriété des écosystèmes d'intérêt et tout. Alors, je me suis engagé pendant presque une dizaine d'années pour le Centre de la nature, puis c'est drôle parce que protéger le foyer Savoie, ça a pris quoi, 7-8 ans. Puis, en fait, en changeant de stratégie, en travaillant pour le Centre de la nature, ben, on protégeait autant de superficie, mais sur une base annuelle. Tu sais, c'était vraiment très stimulant. Puis à la fin d'une dizaine d'années de travail pour le Centre de la nature, ben, j'ai décidé d'aller travailler pour une ville parce que je me suis dit, ben, tu sais, j'ai toujours influencé les organisations publiques, les municipalités à faire plus de conservation. Pourquoi j'irais pas travailler pour une ville? Donc, j'ai travaillé pour la ville de Granby. Puis la ville de Granby se démarque parce qu'ils font des choses super intéressantes. Et souvent, dans notre domaine, on a des exemples, comme les Catskills dans l'État de New York pour la ville de New York et ainsi de suite. Mais Granby a l'équivalent. Ils ont leur réservoir Coplin. Donc, plein de parallèles intéressants. Puis je trouvais que la ville de Granby pouvait être un milieu stimulant sur le plan professionnel. Donc, je suis allé travailler pour eux. Puis après ça, j'ai travaillé pour l'UNESCO, pour toutes les régions désignées par l'UNESCO au Canada comme région de la biosphère. Puis après ça, j'ai été consultant en aménagement du territoire. Donc, riche de toutes ces expériences-là, je me suis mis à enseigner à l'Université de Sherbrooke.
Puis à un moment donné, parce que cette histoire de vie-là a une fin, là, à un moment donné, j'ai eu le besoin de me lancer en politique parce que c'est facile de dire que les générations futures vont s'occuper de l'environnement, mais je pense qu'on a une responsabilité ici maintenant de s'en occuper. Puis pour pouvoir regarder mes étudiants, puis pour pouvoir les encourager à mener la transformation profonde de notre société qui est nécessaire, puis qui est reconnue par les scientifiques, qui est rappelée par le GIEC, qui est rappelée par l'IPBES, qui est notre GIEC de la biodiversité, je me suis dit, il faut que je mette toutes mes connaissances à profit maintenant, ou du moins que j'essaye, parce qu'une part importante de mon enseignement repose sur mes expériences professionnelles. J'enseigne dans un programme professionnalisant, donc de 2e cycle puis de 3e cycle à l'université. Alors, je me suis dit, il faut que j'essaye. Puis, heureusement, Émile Grenon-Gilbert, ancien conseiller à Mont-Saint-Hilaire, a formé un groupe de réflexion. Puis, de ce groupe-là est né un projet politique. Puis, je me suis dit, il faut que j'y aille. Puis, je l'ai fait. Puis c'est drôle parce que j'avais promis à ma conjointe de jamais faire de politique tant que mes enfants étaient pas grands. Puis là, ils sont rendus grands. Quel âge ont-ils? 25, 22 et 19 ans. Puis heureusement que j'ai attendu parce que la politique est prenante. Elle prend beaucoup de notre temps. Alors, heureusement que j'ai su attendre. Puis, il faut croire que le timing était bon parce que notre proposition politique a quand même fédéré la majorité des électeurs de Mont-Saint-Hilaire. Puis, notre formation politique a pu être élue. On est 6 élus sur 7 de Transition Mont-Saint-Hilaire au conseil de ville. Puis, ma foi, c'est, comme je vous avais dit, stimulant et prenant parce que c'est beaucoup de travail. Mais on sent que c'est porteur de changement, puis qu'on opère une transition écologique tranquille. C'est peut-être une façon québécoise d'aborder le changement. C'est en essayant de forger des consensus, puis en saisissant des opportunités. Peut-être pas dans les grands discours, puis c'est pas... c'est ça. C'est une transition souhaitée, mais dans l'action, dans le concret. On veut laisser un leg pour les générations futures. Donc, ce qui nous importe, c'est nos résultats. Et puis, donc, vous avez été élu dès votre première tentative. Oui. Surprise? Vous attendiez à ça ou... Ouais. Alors, c'est sûr que quand on travaille dans des élections, c'est pour être élu. Mais je vous dirais qu'avec un peu de recul, puis si j'aborde la chose philosophiquement, quand on se lance en politique, si on a des objectifs, nos objectifs peuvent nous faire souffrir dans la mesure où on contrôle pas tous les leviers en démocratie. Est-ce que notre proposition va être reconnue par la population et tout? Alors, je vous dirais qu'on s'est lancé dans notre projet politique avec un profond désir d'exprimer des valeurs. C'est peut-être mon petit côté pédagogue qui ressortait, mais de se dire, on va essayer, on va faire des propositions, on va essayer qu'elles soient cohérentes, compréhensibles, pas trop dogmatiques, mais claires, engagées. Puis, tous les jours, je me levais en me disant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour exprimer mes valeurs démocratiques, mes valeurs écologiques, mes valeurs de collaboration, puis d'engagement, puis tout ça. Puis, ça a été beaucoup de travail pendant 6 mois de temps. Je l'ai même fait une jambe dans le plâtre parce que je m'étais fracturé la jambe durant l'été, chose qui n'était pas prévue. Puis, ça a fonctionné. Donc, il faut se réjouir. L'intelligence collective aura parlé, puis ils nous auront choisi. Donc, élection gagnée. Oui. Ça va bien depuis ce temps-là. Comment ça se passe avec... là, c'était en 2021 au mois de novembre. Ça va faire presque 1 an maintenant. Ouais. Comment on se confronte à cette réalité-là? Bien, en fait, c'est beaucoup d'apprentissage, parce que notre système est ainsi fait qu'on est des citoyens. Je suis un concitoyen de la ville. J'habite et j'ai pas une formation politique extensive, mais j'avais quand même des expériences d'implication dans des conseils d'administration ou autres. Donc, et mon expérience professionnelle savait que je comprenais le fonctionnement des villes et tout. Mais c'est toujours... c'est fascinant de voir comment individuellement on porte des préoccupations,
qu'on exprime envers nos municipalités, mais quand on est à la tête de la municipalité, on doit faire la somme de toutes ces préoccupations-là. Donc c'est super stimulant, c'est gratifiant, mais les défis sont tellement nombreux. Et les ressources sont, somme toute, limitées. On est une ville quand même fortunée, mais on a quand même des ressources humaines limitées, des ressources financières limitées. Puis si on ajoute à ça le vieillissement de la population, les départs à la retraite, le manque d'emploi, des choses aussi banales que le manque d'espace, hein, parce que, on le sait, notre centre aquatique est en démolition, puis est en reconstruction, puis ça fait... En fait, il y a autant de défis sociaux, environnementaux qu'organisationnels, d'organiser le travail pour que ça fonctionne bien, puis que tout le monde le fasse dans le respect de leurs fonctions respectives. Moi, comme élu, l'administration dans la gestion du quotidien, les citoyens dans leur rôle démocratique. Ça fait beaucoup de choses à organiser, mais ça va bien. Nos réalisations en témoignent, donc j'ose croire que ça va bien. Est-ce que cette manifestation-là d'une élection gagnée, est-ce que ça peut participer à un projet de société dans la population au Québec ou c'est agréable de voir en ce moment que dans la région de Montréal, mais aussi ailleurs au Québec, il y a eu beaucoup d'élus municipaux qui ont été portés au pouvoir, qui portaient un projet qui portait une sensibilité environnementale, puis qui l'exprimait. Alors, on n'a qu'à penser au nouveau maire de Laval, à la mairesse de Longueuil, la mairesse Plante, qui est là déjà depuis un certain temps, mais qui a jeté les bases d'un projet avec une plus grande place accordée à l'environnement, au développement durable. Le nouveau maire Marchand, la mairesse de Sherbrooke, et ainsi de suite. Donc, on est devenu une masse critique. Certains prétendent même qu'on est devenu d'une certaine manière l'opposition à des préoccupations environnementales qui sont peut-être moins explicites à l'échelle provinciale. Je sens qu'il y a une solidarité, puis il y a des préoccupations partagées entre tous ces nouveaux élus-là. Donc, c'est stimulant de faire partie d'une vague, en espérant que ce ne soit pas juste une petite vague, mais que ce soit une vague assez forte pour porter un changement. Mais vous savez, 4 ans, c'est court. Donc, on pourrait en parler longuement, mais ce qui est le plus fun, c'est de passer à l'action. Est-ce que vous êtes bien reçu par le provincial? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le provincial? Bien, c'est difficile pour un élu local de réfléchir à des questions d'envergure provinciale. C'est comme si le quotidien nous ramène sur le plancher des vaches rapidement. Mais oui, j'oserais croire que oui, à certains égards, parce que, bien, comme je disais, il y a une masse critique d'élus avec ces préoccupations-là à l'intérieur de la CMM. À l'UMQ, bien, il y a des représentations qui sont faites. Puis, bien, ça revient en bout de ligne à un travail d'équipe avec notre député local, avec les ministères concernés. Donc, je me suis donné comme mission, puis notre conseil aussi fait ça, de travailler avec les gens. Donc, on travaille avec les opportunités qui s'offrent à nous, avec les forces des personnes, puis je pense que c'est ça qui fait la différence. J'aimerais ça peut-être aborder un petit peu dans le détail, comme vous le souhaitez, les différents engagements que vous étiez donnés au début, pendant votre campagne électorale finalement, puis comment ça se développe présentement. OK, j'ai pas tout le programme en tête, là, mais on avait beaucoup d'éléments, mais parmi les choses vraiment satisfaisantes qu'on a réussi à faire en 10 mois, faut le dire. Mais premièrement, en 10 mois, notre premier engagement, nous, c'était bien d'offrir une protection accrue au Mont-Saint-Hilaire. Ben, c'est un peu mission accomplie dans la mesure où avec la CMM, on a travaillé à l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire qui empêche la construction dans les milieux naturels autour du Mont-Saint-Hilaire. Je suis particulièrement fier parce qu'on a réussi à enchasser tous les milieux naturels d'intérêt qui étaient identifiés autant dans notre schéma d'aménagement que dans notre plan d'urbanisme dans ce règlement de contrôle intérimaire-là. Il va peut-être être amené à avoir des ajustements, il y a des contestations judiciaires, mais quand même, imaginez-vous là, l'équivalent de la superficie de la réserve naturelle Galt. Maintenant, on a doublé ça dans notre ville. Alors, tous les milieux naturels de nos corridors écologiques du Piémont ou autres ont maintenant un statut de protection municipale.
Ça, c'est une grosse chose. Deuxièmement, on a multiplié par 7 les investissements en conservation. Donc maintenant, 15% de nos surplus sont systématiquement affectés à la conservation. Donc ça aussi, j'en suis fier parce qu'il faut des moyens, c'est bien de les protéger, mais il faut aussi parfois dédommager les propriétaires ou acheter des propriétaires qui veulent s'engager en conservation, ces milieux-là. Puis en collégialité avec le Centre de la nature, qui s'appelle maintenant Connexion Nature, on est capable de le faire. On a déjà fait des acquisitions avec eux, donc une trentaine d'hectares qui ont été acquis pour des fins de conservation. Et ça, c'est une protection à perpétuité. Hein. Je vous ai parlé de la conservation des milieux naturels avec des règlements municipaux. Mais vous savez, des règlements municipaux, ça change, ça peut évoluer, ça peut être défié devant les tribunaux ou autre. C'est correct, c'est une protection à court terme. Mais sur le long terme, quand on s'en porte acquéreur, c'est encore mieux parce que là, les terrains sont retirés du marché à perpétuité. Donc, je suis particulièrement fier aussi de ces acquisitions-là. Mais on a aussi 5% qu'on a affecté pour les fins de protection d'immeubles patrimoniaux. On a une politique patrimoniale. On s'est fait donner le manoir Rouville-Campbell, c'est pas peu dire, hein? C'est un avoir qui vaut des dizaines de millions de dollars. Puis ça, on a un budget participatif qu'on a mis en œuvre avec des 39 projets qui ont été proposés par la population, 4 qui ont été travaillés et proposés à la population pour un vote, 2 projets qui ont été retenus, dont un projet d'accès à la rivière. Alors, je pourrais continuer encore longtemps, mais tous les élus ont eu des mandats pour s'investir dans les différentes régies, dont la régie de l'eau pour qu'on s'occupe mieux de notre rivière. Alors, plein de projets. Puis j'espère que l'année qui vient sera une année où on pourra continuer à exprimer nos engagements autant envers l'environnement, mais aussi peut-être aussi envers des projets plus de justice sociale, de logement social et autres. Puis je vous épargne à travers tout ça tous les projets ou litiges en termes d'aménagement du territoire qu'on a eu à déboulonner, mais ça, on pourra en reparler à un autre moment. C'est bon. Est-ce que on parle de... J'ai lu qu'on parlait de ville nourricière. Ouais. Et moi, ça me fait penser à une autonomie nourricière dans le monde dans lequel on se dirige. Ça va être difficile, tout ça. Oui, on a commencé à travailler des projets de ville nourricière. Premièrement, on a une politique. Puis c'est une politique qu'un comité consultatif, dans le fond, tente d'opérationnaliser, de faire des recommandations au conseil. Donc, c'est vraiment bien qu'on ait une politique de ville nourricière. Puis, on a plein d'exemples d'entreprises agricoles qui offrent des services d'agriculture de proximité. On peut penser au pavillon de la pomme, on peut penser à tous les commerces du chemin de la montagne. Mais on a aussi notre marché public qui permet aux citoyens de s'engager dans l'achat local ou autre. On a des projets qu'on cogite pour encore exprimer encore davantage différents volets de ville nourricière. Je pense que la COVID nous a rappelé l'importance d'avoir cette agriculture de proximité-là. Puis je pense que la COVID aussi nous a fait réfléchir à notre dépendance à certaines denrées qui viennent de loin. Mm-hmm. Alors, c'est heureux, puis je suis fier qu'on ait cette politique-là. Pour le transport, ce qui est un autre enjeu environnemental. Oui. Beaucoup de défis à Mont-Saint-Hilaire. Hein. Je pense qu'on est très accroché à l'auto solo. Toujours heureux de voir des gens plus engagés dans la mobilité active. C'est un gros chantier, le transport, autant en termes d'aménagement de nos routes, hein, parce qu'il y a plusieurs routes qui vont devoir être réaménagées, mais c'est un gros chantier aussi sur le plan humain, dans la mesure où c'est facile de prendre notre automobile, c'est frustrant de se retrouver dans des bouchons de circulation, mais il va falloir éventuellement reconnaître que la circulation, c'est nous. Hein? Alors, il y a beaucoup de défis en termes de mobilité, puis notre planification stratégique qui est en cours d'élaboration, pour laquelle on devrait aboutir bientôt d'un plan, disons que la mobilité va avoir une place de choix dans cette planification-là. OK. C'est pas une question de coût pour les gens qui pourraient ou qui devraient prendre un transport en commun, ou c'est une question de disponibilité, le parc. En fait, entendons-nous que c'est une question compliquée, le moins qu'on peut se dire, pour ne pas dire complexe. Vous savez, le transport collectif à l'échelle locale à Mont-Saint-Hilaire est gratuit. Donc, c'est pas une question de coût. Ah. Mais pour le transport interrégional, là, il y a des coûts d'associés.
Mais il y a des fois des questions de disponibilité, d'autres fois il y a des questions d'horaire. Puis l'auto-solo demeure une habitude bien ancrée dans nos mœurs. Difficilement... Ouais. Puis certains vont dire que c'est l'auto électrique qui va nous sauver, mais ça demeure une auto-solo. Tant mieux si elle est électrique, mais l'auto électrique apporte aussi son lot de défis. Donc, on se souhaite dans les mois et années à venir un cocktail de mobilité plus diversifié, plus de transport actif, plus de transport collectif, moins d'auto-solo à essence, moins d'auto-solo point, un petit peu plus d'électrification des transports. Je pense que si on mélange tout ça, on devrait avoir un cocktail qui est à la fois pertinent puis différent de ce qu'on vit actuellement. Avez-vous des moyens pour l'électrification des transports? Est-ce que c'est un levier qui vous appartient ou c'est au provincial? C'est sûr que la Ville a un rôle à jouer en termes de gouvernance puis de modification de son cadre réglementaire pour faciliter notamment l'électrification des transports en obligeant, par exemple, l'installation de bornes dans tous les nouveaux bâtiments et ainsi de suite. C'est au moins d'avoir le filage électrique pour le permettre. On a accès à des programmes provinciaux beaucoup, puis il y a des initiatives où on peut penser à circuits électriques ou d'autres. Puis bien, il faut exprimer cette volonté-là de l'électrification. Ça se fera pas tout seul. Donc, je pense que oui, les municipalités ont leur rôle à jouer, mais on est un joueur qui doit s'intégrer dans une logique régionale, dans une logique provinciale, puis même dans une logique nationale. Et puis, si on parle de carboneutralité. Il y a un beau défi, hein? Un engagement politique aussi. Bien, la carboneutralité, il faut qu'elle commence maintenant. Puis on a déjà, nous, cette année, commencé par faire, mettre à jour notre bilan de GES pour la ville. On a déjà des comités qui planchent sur une politique de climat. Puis la finalité, c'est la carboneutralité. Donc, comment on fait la décarbonisation de notre économie, de nos mœurs. C'est un gros chantier, mais il faut s'y attaquer maintenant parce que le GIEC nous rappelle que le compteur tourne puis que nos actions ne tournent pas aussi vite que le temps. Puis quand vous dites faut s'y attaquer maintenant, est-ce que vous y attaquez maintenant? Oui, il y a déjà des choses qui sont en cours. Oui, oui, c'est des priorités même de comité. On investit déjà dans ça. Puis nos investissements vont aller en augmentant, notamment en investissant dans des infrastructures de mobilité active, puis en s'assurant que notre réglementation permette ou favorise d'autres types de chauffage que les chauffages qui utilisent des hydrocarbures. Et bon, alors, je voulais savoir maintenant, vous êtes entouré d'une équipe et de fonctionnaires. Oui. Vous êtes un représentant de l'environnement par excellence. Comment ça rime ces personnes-là, ces structures-là avec vous? Un mot sur l'équipe de transition MSH. Hein. C'est une équipe. Avec chacun a ses forces. Je pense à Mélodie Georget, qui a des forces en mobilisation citoyenne, dans tout ce qui touche la vie communautaire, l'économie sociale. Donc, elle porte des forces, puis c'est ces forces-là qu'elle apporte au conseil. Je peux penser à Claude Rainville, qui connaît, dans le fond, qui s'intéresse à la revitalisation urbaine, au développement commercial et autres. Et lui aussi a une préoccupation environnementale qui arrive à tisser à travers tout ça. À Isabelle Thibault, qui a une longue expérience en coopération internationale, qui est une travailleuse d'équipe, mais qui sait comment opérationnaliser des plans de travail, une planification. Donc, elle aussi, elle apporte de quoi à notre équipe. Donc, c'est une équipe forte. Gaston Meyer aussi, qui a une expérience professionnelle assez extensive, qui sait comment, dans le fond, mener des démarches stratégiques. Alors, Gaston, autant pour chiffrer nos engagements, puis avoir un regard critique sur tout ce qui touche les aspects plus économiques. Puis on a aussi au sein de notre équipe David Morin, qui fait partie de notre relève, qui est un jeune professionnel en urbanisme, qui étudie en mobilité. Donc, c'est agréable de faire conseil avec ces gens-là. Puis on fait même conseil avec des élus de l'opposition, puisqu'il y a un membre du conseil qui n'est pas de notre formation politique, mais peu importe, il apporte son expertise, puis ensemble on fait conseil. Donc,
pour répondre clairement à votre question, c'est important qu'il y ait une cohésion au sein de notre conseil, puis on est vraiment chanceux d'avoir ça. Donc, pour moi, c'est un plaisir de mener les séances parce que ces gens-là travaillent très bien entre eux. Ensuite, vous m'avez parlé de l'administration. Bien, premièrement, l'administration nous a reçus avec une très grande ouverture d'esprit. Puis ça a été vraiment agréable d'être reçus avec le professionnalisme qu'on leur connaît. C'est vraiment remarquable de voir comment il y a des employés à la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui ont un sens du devoir et de l'engagement. Depuis que je suis là, des employés qui ont 31 ans, 32 ans de service, 20 ans de service et autres, c'est choses assez communes. Mais ces gens-là, même si, bon, ils ont une connaissance très approfondie du fonctionnement de leur ville, ils ont quand même montré qu'ils étaient capables de s'ouvrir à nos orientations politiques, puis ils nous rappellent aussi toutes les responsabilités d'une ville. Mais je prends par exemple le service de l'horticulture, quand on est arrivé avec notre engagement où on se dit, ben nous, on plante 10 000 arbres pendant les 4 prochaines années, puis cette année, on veut en planter 3 500, mais ils ont répondu présent. Puis là, ben, déjà, on est à plusieurs milliers d'arbres de planter, puis cette année, on va rencontrer notre engagement. Donc, pour notre première année, on va avoir planté plus de 3 500 arbres à Mont-Saint-Hilaire, qui est une ville qui a déjà une canopée assez extensive. Mais c'est le fun de voir ça. Par exemple, c'est quand l'administration nous présente des plans, des fois, on arrive avec des idées, puis ils nous disent, ben oui, voici, on a déjà un plan d'action. À titre d'exemple, on est une ville amie des monarques, amie des abeilles. Bien, la ville nous a exposé comment, initiative de l'administration, 1% de toutes les prairies gazonnées sont transformées à tous les ans pour faire place à des prés fleuris ou à des plantations, pour réellement exprimer l'engagement que la ville a d'amis des monarques, amis des... Donc, je vous dirais qu'il y a une belle collégialité. On apprend les uns des autres en capitalisant sur nos forces, puis en essayant, dans le fond, par un travail d'équipe, de pallier à tous les défis organisationnels que ça présente. Donc, en ce moment, je vous dirais, c'est cool. Ça va bien. Puis j'espère que, au-delà de toutes les transformations qu'on veut opérer, mais j'espère que ce climat-là qui nous unit en ce moment va perdurer dans le temps. J'ai remarqué, ça c'est à titre personnel, que j'avais beaucoup plus de monarques dans les années passées. Moi, ça fait seulement 7-8 ans que je suis à Saint-Hilaire. J'avais beaucoup de monarques dans ma cour, et puis là, j'en ai presque pas. Ouais. J'ai acheté plein de plantes à papillons. Puis ben oui, hein, moi, je vois de l'asclépiade partout dans la ville, puis aussi, je me dis, je crois qu'il y a... il y a une prise de conscience, mais vous savez, entre la prise de conscience, l'action, puis les résultats, des fois, il peut y avoir un temps long. Parce que souvent, les écosystèmes ont pris beaucoup de temps à... On a grugé dans notre capital naturel pendant des décennies de temps avant de voir poindre, dans le fond, les problèmes. Alors, c'est aussi vrai quand vient le temps de mettre en œuvre des solutions. Parfois, il faut les attendre, mais la nature est résiliente. On va passer à un degré plus large de la politique environnementale de Saint-Hilaire pour l'amener peut-être au niveau mondial. Mm-hmm. Parlez-moi des objectifs du GIEC, où c'est rendu les différentes COP qui se sont passées. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Bien, premièrement, le GIEC, ça fait 25 ans qu'ils font des synthèses de toutes les connaissances en matière d'environnement, mais particulièrement à l'égard des changements climatiques ou autres, puis ils ont fait un nombre de démonstrations qui sont assez marquantes. Par rapport à le fait que les changements climatiques sont de nature humaine, c'est nous qui provoquons ces changements-là. Puis 2, ils abordent toutes sortes de thématiques qui sont tout en plus éclairantes par rapport à l'importance de la transformation de nos systèmes économiques, la décarbonisation ou décarbonation de nos économies ou de nos modes de vie. Le GIEC nous rappelle l'importance de la science, avec un grand S. Puis comment plus nos décisions vont reposer sur des connaissances éprouvées qui ont fait l'objet d'une validation par les pairs, mieux on se portera. Maintenant, le GIEC se doit de nous donner les signaux d'alarme actuels, puis on est trop peu à les écouter parce qu'ils nous interpellent encore sur des questions qui sont sur des horizons temporels assez long. Puis depuis que je suis en politique, je me rends compte que notre horizon temporel est assez court. 4 ans, ça passe vite. Ça fait déjà presque 1 an qu'on est au pouvoir.
Donc, de savoir transposer ces constats-là puis de les traduire en action au quotidien, souvent, c'est des choses qui s'accumulent à tous les autres enjeux organisationnels auxquels toutes les organisations font face. Là. Manque de fonds, manque de ressources humaines, des fois déficit de compétences dans certains domaines qui sont émergents, comme l'environnement ou autres. Donc, on a besoin du GIEC. Est-ce que le GIEC est assez clair ou est-ce que l'information est assez diffuse? Est-ce que le GIEC n'est pas un petit peu avec trop de gants blancs encore par rapport à une crise là, dans laquelle on est? Bien, le GIEC, on remarque d'un rapport à l'autre qu'il corrige le tir. Oui. N'est-ce pas le propre de la science? C'est-à-dire qu'une hypothèse est jugée vraie jusqu'à ce qu'on l'ait confirmée ou infirmée, là, en fait, elle est jugée plausible puis vraie si on l'a confirmée ou pas. Mm-hmm. Et le GIEC, force est de constater, s'est trompé, c'est-à-dire que leurs prévisions étaient un peu conservatrices parce qu'il y avait cette peur de se tromper. Mm-hmm. Puis on le remarque particulièrement au Québec parce que notre grande province s'étend sur 3 biomes, puis on remarque, même si le GIEC parle de 1,5 degré Celsius d'augmentation moyenne de la température à l'échelle de la planète, force est de constater que nous, on est déjà au-dessus de 3 pour le sud du Québec, puis la forêt boréale est déjà à plus que ça, puis le Grand Nord fond vitesse grand V parce que les changements climatiques sont encore plus dominants là-bas à cause de notre caractère nordique. Hein. Vous dites que le 3 degrés est déjà franchi ici? Oui, à cause de notre latitude. Hein, on parle de 1,5, une moyenne globale, mais c'est que la planète ne se réchauffe pas de façon uniforme. Alors, plus on est vers le nord, plus les réchauffements sont marqués. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que le GIEC ajuste son tir et il ne faudrait pas prendre ça comme des erreurs, mais plutôt comme un raffinement de notre compréhension scientifique des enjeux. Mais j'aurais le goût de vous dire que le GIEC, c'est certes très important parce que les changements climatiques sont probablement le défi par excellence en matière d'environnement, mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux travaux de l'IPBS, le International Panel on Biodiversity and Ecological Services. Malheureusement, c'est un groupe de travail de l'ONU qui a l'anglais comme langue de travail. Donc, il n'y a pas d'équivalent français pour le nom du GIEC. Mais ce panel international-là qui s'intéresse à la biodiversité, lui aussi nous envoie des signaux assez forts puis qui nous rappelle notamment qu'on a à protéger plus de milieux naturels. Donc, je m'intéresse aussi à ces travaux-là. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des synthèses qui font de la science. Ça s'appuie pas juste sur une étude, mais souvent sur des centaines, pour ne pas dire des milliers d'études. Puis ça nous permet d'avoir des réponses beaucoup plus robustes, puis de bien identifier les zones d'incertitude, puis les zones de certitude. Donc oui, je m'intéresse beaucoup à ces travaux-là. Est-ce que le pendant éco... la biodiversité, eux autres mêmes vont déjà assez loin, vont plus loin ou c'est dans les mêmes eaux? Bien, on va le savoir en décembre parce que le secrétariat sur la Convention de la biodiversité va tenir une COP à Montréal et cette COP-là repose beaucoup sur les travaux de l'IPBES. On entend là, à travers les médias là, le fameux 30-30, c'est-à-dire 30% d'air protégé d'ici 2030. Bon, au Québec, on peut être fier du fait qu'on est déjà à 17% d'air protégé, un peu trop dans le nord, pas assez dans le sud. Mais heureusement, à Mont-Saint-Hilaire, on a déjà 24% de notre territoire qui est en air protégé. Donc, il faut être créatif pour que dans les 8 prochaines années, on puisse, dans le fond, mettre de côté 6% de milieu naturel additionnel. Disons que j'accepte le défi, puis je vais y faire. C'est raisonnable de croire à ça. C'est non seulement raisonnable, mais je pense que c'est une obligation morale et politique auquel on doit adhérer. Tous les changements qu'on vit sur la planète, moi personnellement, j'ai de la difficulté à mettre en haut un élément qui est plus important que l'autre. Il y a la biodiversité.
Il y a l'augmentation de la température, le CO2, tout ça. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? OK, je veux pas être trop magistral, là, mais oui, il y en a, en fait. Puis, ma réponse repose sur ma compréhension du fonctionnement des écosystèmes. En écologie, vous savez, on a une idée qui s'appelle la hiérarchie des facteurs écologiques. C'est ce qui explique la répartition du vivant sur la planète. Dans cette hiérarchie des facteurs écologiques-là, mais on se rend compte que le climat est le facteur le plus déterminant. On peut le comprendre facilement. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui pousse dans le Grand Nord parce que les conditions météorologiques sont trop arides sur le... et le climat, ben, il est particulier. À l'inverse, tout le monde sait que dans les forêts tropicales, là où on a des conditions climatiques idéales, humidité constante, chaleur constante, ensoleillement 12 heures par jour, ben, c'est là où foisonne la vie. Donc, le climat, si on le change, tout change. Donc, je vous dirais, de loin, c'est l'enjeu environnemental numéro 1. Si on ne s'occupe pas de notre climat, puis si le climat change, tout va changer. On le voit juste avec les déplacements migratoires. Hein? Les sécheresses en Syrie, en Europe de l'Ouest ont provoqué des grands changements. Donc, les humains réagissent au climat, mais tout le monde vivant réagit au climat. La deuxième préoccupation, le deuxième niveau de la hiérarchie des facteurs écologiques, ben, on pourrait les descendre comme ça, là, mais chacun a comme son importance. Je vous dirais que la perte d'habitat, à mon sens, est probablement ce qui vient en deuxième lieu. C'est-à-dire, oui, le climat va changer tout, mais si on détruit la nature dont on dépend, ben ça aussi, ça nous mène nulle part. Donc, la biodiversité et le climat sont intimement associés, mais c'est clair que si on continue à détruire des milieux naturels au rythme où vont les choses actuellement, puis on ne respecte pas le fameux 30-30 dont je vous parlais, mais ça devrait peut-être être même un 50-50, c'est-à-dire 50% de la planète à l'état naturel pour 20-50, un petit peu comme ce que Edward Wilson suggérait dans son livre Half Earth. Edward Wilson, qui était jusqu'en décembre dernier curateur ou jusqu'à tout récemment curateur du Musée des sciences naturelles de l'Université Harvard, un entomologiste de grande renommée, mais surtout un passionné d'écologie et de nature. Ben, là aussi, il y a un enjeu. Mais après ça, il y a toutes sortes d'enjeux comme la surexploitation de nos ressources, la pollution, les espèces exotiques envahissantes sont autant d'enjeux qui nous rappellent que plus on se rapproche des seuils de capacité de support de la planète, plus on court à notre propre perte. Je dis notre propre perte comme humain parce que j'ai une croyance comme quoi le monde vivant va survivre. Il y a déjà eu des extinctions massives sur la planète, mais c'est nos sociétés qui n'ont pas la même capacité de résilience, c'est nos organisations qui ne sont pas aussi résilientes. On le voit là. Quelque chose d'aussi anodin qu'un virus, hein, COVID-19, a quasi mené notre système de santé à un niveau de rupture. Un virus. Des virus, il y en a des centaines de milliers sur la planète. Il y a un lien à faire entre le virus puis... il y a des liens à faire avec notre capacité à réagir aux perturbations qu'on implique dans tous les systèmes, puis de voir comment nos systèmes humains sont peu résilients si on les compare à des systèmes naturels. Donc, oui, il y a des liens à faire, mais pour moi, climat, perte d'habitat, surexploitation, pollution, espèces exotiques envahissantes, c'est des enjeux qui, en ordre d'importance, nous rappellent l'importance de se mettre sur lesquels on doit accorder la même importance de réaction, on doit agir sur chacun de ces systèmes-là. Mais je vous dirais que le climat et la perte d'habitat devraient être des priorités numéro 1. Puis la clé pour la perte, le climat et la perte... Ben, c'est une intervention systémique, hein, une intervention qui porte à la fois en même temps sur... en fait, une mise à niveau de nos systèmes de gouvernance, de nos lois, une meilleure compréhension des systèmes, des investissements marqués. Hein. On a doublé la dette nationale du Canada pour lutter contre la COVID. Ben, imaginez-vous si on doublait nos investissements en matière de protection de l'environnement, si on arrêtait juste d'investir, dans le fond,
6 ou 8 milliards de dollars par année, comme on le fait en ce moment dans les énergies fossiles, puis qu'on mettait des montants équivalents dans la protection de l'environnement pour contrer la perte d'habitat, ça mènerait à des changements assez structuraux. Mais beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations sont nécessaires, puis beaucoup d'innovation. On a besoin de repenser notre rapport à l'environnement, puis d'investir dans l'innovation, parce que c'est l'intelligence humaine qui nous a emmenés dans la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans quoi innovation? En fait, c'est l'intelligence humaine, un peu par notre cupidité, dans notre croyance dans les technologies, dans notre croyance dans certains systèmes économiques qui nous ont emmenés dans la situation actuelle. Mais c'est seulement que l'innovation humaine qui peut, dans le fond, nous emmener, nous sortir de ça. Pourquoi pas repenser nos rapports entre nous? Pourquoi pas repenser nos systèmes économiques, les rendre plus justes, plus équitables? Pourquoi pas repenser nos lois? Tout ça, en fait, c'est à notre portée. C'est juste qu'en ce moment, on a des préoccupations géopolitiques qui entravent ce changement-là. On a des préoccupations économiques, d'enrichissement, qui gagne, qui perd, c'est encore des questions vives. Puis on le sait, là, des changements importants dans la société ont parfois mené à des guerres civiles, puis des guerres civiles sanglantes. Une idée aussi évidente aujourd'hui que l'égalité entre tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, il faut se rappeler qu'il y a 150 ans, ça a mené à une guerre civile aux États-Unis. Alors, quelque chose d'aussi évident pour un groupe de scientifiques auquel je m'identifie, comme le climat, j'espère juste que ces questions-là mèneront pas à une désorganisation de nos sociétés, puis on va plutôt aborder ça sous l'angle de l'innovation, sous l'angle du défi qu'on est capable de relever, puis j'espère que ce ne sera pas des questions qui vont nous diviser dans le futur et qui peut-être mèneront, malheureusement, si elles nous divisent, ces questions-là, jusqu'à des guerres civiles ou des changements malheureux comme tous les déplacements migratoires qu'on voit, puis toutes les tensions, puis toute la souffrance humaine que ça provoque. J'ai une question peut-être pour la fin à ce sujet-là. OK. Mais donc, on rejoint encore les risques existentiels parce que finalement, quand on pense que la société avance à un certain rythme vers un souci et une action environnementale, il y a quand même beaucoup de résistance ou des dénis. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Comme un être humain qui essaie de prendre conscience de ses propres biais cognitifs puis de ses propres croyances pour essayer d'aborder ces questions-là avec plus d'ouverture d'esprit, plus de profondeur. Mais comme professionnel, ce que je me rends compte, en effet, c'est que c'est pas tout le monde qui avance au même rythme ou qui a les mêmes préoccupations. Il faut donc être respectueux de cette idée de rythme-là. Mm-hmm. Mais je veux pas... par ça, prétendre que je suis défenseur du statu quo, au contraire. Mais je pense qu'il faut induire plus de dynamisme dans notre prise en charge de nos rapports à l'environnement. Mais ça doit être fait par le respect. Donc, comment on fait? Mais je pense que c'est en offrant des options. Peut-être que vous serez plus porté à l'économie d'eau potable, puis moi, à la mobilité active. Mais tant mieux. Plus d'économie d'eau potable, puis plus de mobilité active. Offrons des options aux personnes, puis faisons appel à leur intelligence. Encore là, ça va peut-être stimuler l'innovation puis le changement. Mais encore là, j'ai un auteur qui me vient à l'esprit, Emmanuel Todd, qui a écrit des essais intéressants sur la question. Force est de constater que ce ne sont pas toutes les sociétés sur la planète qui évoluent au même rythme, que culturellement parlant, il y a des habitudes qu'on a qui sont plus difficiles à transformer. Puis ça repose notamment sur plein de biais cognitifs qu'on a, notre incapacité à nous voir dans le temps, certains réflexes qu'on a développés ou certaines habitudes culturelles qu'on a développées. J'espère qu'on va les revisiter. C'est des beaux chantiers. Puis je ramène ça à un niveau personnel, mais donc, il y a certes un travail personnel à faire individuellement, mais il y a des défis collectifs. Comment on le fait en groupe? Comment on le fait ensemble?
Puis ben c'est là où mon engagement politique commence. Comment on va ensemble discuter de questions vives, comment on va ensemble élaborer des plans d'action, mettre en œuvre des plans d'action, ben c'est là où vous voyez que ma réflexion individuelle m'anime encore, mais je crois qu'elle va être encore plus porteuse si on la fait ensemble. Puis bien, je la fais avec les membres du conseil, on le fait avec l'administration, on le fait avec différents comités citoyens qui s'investissent dans dans l'organisation de la ville, on le fait par l'entremise de consultations publiques, on le fait dans le cadre de notre planification stratégique avec des groupes d'entretien, puis on va bientôt le faire avec des enquêtes grand public. Donc, il faut vraiment toujours élargir le cercle parce que c'est ça qui est la clé. Alors, on peut penser à la technique, on peut penser aux aspects économiques, mais fondamentalement, c'est une question de mobilisation. Il faut que ça devienne un projet de société. Cette mobilisation-là passe nécessairement par la formation, puis l'éducation. Oui, puis ça prend toutes sortes de formes différentes. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est parce que ces moments-là de dialogue ou autres sont autant d'opportunités pour que ça devienne formateur. Il faut de l'éducation, là, tu sais, je le crois fondamentalement. Je suis un éducateur, je suis un enseignant. Allons-y. Mais il faut aussi de l'action. Donc, je vous dirais, il faut de la praxis, de la réflexion dans l'action. Donc j'espère que les actions qu'on va mener comme conseil, comme administration municipale, vont être porteurs d'apprentissage pour nous, puis pour les gens qui nous entourent. Peut-être pour déboulonner des choses comme le cynisme, déboulonner aussi le fatalisme, puis de se dire, ben oui, il y a tout le temps de râler, mais là, tu sais, un petit peu moins de râlage, puis plus d'action. Sentez-vous, entre parenthèses, quand vous faites votre conseil de ville, que les citoyens ont une approche ou sont réceptifs différemment parce que vous êtes arrivé au pouvoir par rapport à l'ancienne équipe qui était en place, parce que vous avez une étiquette de transition environnementale? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Ou les préoccupations des citoyens sont encore à l'intérieur d'un mandat ou à l'intérieur de leurs préoccupations je vous dirais personnelles. Que... Ouais. Bah, c'est une question fleuve, celle-là. Oui. Hein, je pourrais m'y attarder, mais de façon générale, je crois que les assemblées publiques qu'on tient nous rappellent constamment le large spectre de préoccupations. Puis souvent des préoccupations très légitimes, mais très terre-à-terre, très et parfois même particulières. Là, donc, recadrer certaines de ces préoccupations-là avec un profond sens du commun. C'est un beau défi. C'est un défi éthique parce que c'est un défi de réflexion. C'est pas évident de trouver des solutions à tout ce qui nous est suggéré. Mais c'est certainement, ça nous fait beaucoup réfléchir. Puis au Conseil, on débat beaucoup de ces questions-là, mais c'est super enrichissant. Ça nous rappelle constamment la diversité de points de vue, puis la diversité aussi d'actions qui peuvent être déployées, là. Il faudrait trouver un moyen d'éduquer cette population-là. Ben, en fait, la population nous éduque, puis en fait, c'est un travail, en fait, de plus en plus en éducation, on dit le savoir est co-construit. Alors, certes, on arrive comme élus municipaux avec des compétences, des connaissances. Puis c'est intéressant de voir comment, en s'ouvrant à la population, ben ensemble, on co-construit des nouvelles connaissances qui sont contextuellement plus appropriées. Hein. Albert Jacquard disait « connaître, c'est connaître, c'est faire naître en nous la connaissance. Mm-hmm. Donc, on arrive, nous, avec notre représentation de la réalité, notre représentation des priorités. Puis souvent, quand on expose ça à la population par l'entremise de projets, de règlements, de divers initiatives qu'on veut mettre de l'avant, souvent la réaction qu'on a nous emmène à mener un exercice d'introspection, mais c'est formateur. C'est formateur. Puis des fois, ça nous oblige aussi à réaliser qu'on n'aborde pas les questions du même angle. Pourvu qu'il y ait du respect, pourvu qu'il y ait de l'ouverture d'esprit, ça devient formateur. Quand ça devient dogmatique, quand ça devient... quand il y a de l'intimidation, du bullying, ben là, la démocratie
ne porte pas son potentiel de formation, ça devient divisif, ça devient hargneux, ça c'est moins formateur. Mais oui, vivement, dans le fond, de s'engager ensemble pour apprendre, parce que tous les défis qu'on a sont des défis inédits. Donc, si on avait la solution, puis si on pouvait juste, dans le fond, ouvrir le sachet, puis lire le mode d'emploi sur comment résoudre les changements climatiques ou des enjeux de pénurie de logement, on le ferait tous, mais... On construit l'avion en vol, comme le COVID, un peu... Oui. C'est périlleux. C'est périlleux, mais c'est stimulant aussi, hein? J'aime pas beaucoup la routine, alors en ce moment, je suis comblé. Je suis comblé. Donc, il y a un mouvement dans l'environnement, dans les terres qui sont détruites, dans le CO2 qui augmente, tout ça. Il y a plusieurs personnes qui commencent à parler d'effondrement. Mm-hmm. Comment vous voyez ça? Ben, en fait, c'est une appréhension profonde. Hein, je vous ai parlé du fait que la nature est très, très résiliente, même si on approche les seuils de capacité des écosystèmes. La nature a maintes fois montré sa capacité de rebondir, de revenir à un état d'équilibre. Mais il y a beaucoup de sociétés qui nous ont précédés, qui ont montré, en fait, que c'était beaucoup plus difficile pour des organisations humaines de rebondir et d'être résilientes. On peut penser en entreprise, hein, il y a plein d'entreprises qui sont en opération pendant 5-6 ans, puis oups, qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à un changement de contexte économique, de technologie ou autre. Mais imaginez si tout le climat change, si c'est épeurant. Mais il faut pas que ces appréhensions-là nous déstabilisent au point où on est habité par le fatalisme. Ça, c'est ce que j'appréhende. Donc, pour moi, la peur doit nous stimuler à innover, à travailler ensemble. Elle doit pas nourrir une forme d'individualisme puis de fatalisme. Donc, je suis pas expert dans ces domaines-là, mais peut-être que ma pratique méditative m'a emmené ailleurs, que quand ces pensées-là deviennent trop envahissantes, je prends un moment de recul, j'identifie les valeurs qui peuvent mieux m'aider à cheminer, puis je fonce, je me mets en action. Donc, je veux pas me laisser rabattre par ça, bien que c'est une appréhension quotidienne, un peu comme la mort. Ça devrait nous habiter un peu comme la mort. Oui. Ben oui. Mais là, c'est mon petit côté, mon jupon bouddhiste qui ressort, là. Oh! Ça sera pour une autre entrevue. Ouais, peut-être. Il y a des... Je veux quand même revenir un petit peu dans la notion d'effondrement. Il y a des tipping points en anglais qu'on appelle. Est-ce qu'on est en train de les rattraper? On en a déjà rattrapé quelques-uns. Est-ce qu'on peut en éviter? Est-ce que c'est évitable? Il a un bien sage, la personne qui pourrait nous le dire. Alors, premièrement, les sociétés humaines, les écosystèmes sont des systèmes complexes. Donc, il faut avoir une compréhension de la notion même de complexité. Hein. La complexité, c'est habituellement des systèmes dans lesquels on n'est ni capable d'identifier toutes les variables, ni toutes les interrelations. Pourtant, il y a des propriétés émergentes. Donc, parmi les propriétés émergentes, bien, on le voit dans des sous-systèmes, quand on les bat, quand on les détruit, on les malmène, bien, finalement, les systèmes finissent par lâcher, puis on peut voir qu'il y a des pans de sous-systèmes qui s'effondrent. Alors, on a suffisamment d'indications pour montrer que c'est bien réel, que ça a un potentiel. On l'a vu hein, dans des systèmes aquatiques comme les pêcheries, hein, pour la morue, on l'a vu dans d'autres systèmes comme des systèmes forestiers. On le voit... Puis mes exemples sont plus écologiques, mais on l'a même vu avec des sociétés qui ont disparu, sociétés Inca, Maya ou ainsi de suite. Donc, bien futer la personne qui est capable de prédire exactement où sont les points de bascule dans des systèmes complexes. Pourtant, on a des indices, on est capable d'avoir... Et si je ramène ça à quelque chose de bien concret dans notre région, bien, on sait, par exemple, il y a des modélisations qui ont été faites que dans une région comme Mont-Saint-Hilaire, moins on aura de milieux naturels, plus nos systèmes hydriques vont être précaires, puis
moins il y aura de biodiversité, puis cette tendance-là va aller en s'accentuant dans le temps. Donc, par exemple, quand je vous parle fièrement en disant qu'à Mont-Saint-Hilaire, on a déjà 30% de milieux naturels qui nous restent, 24% d'aires protégées, c'est parce que le seuil de 30% de couverts forestiers dans notre région est capital. Mais on est une des rares municipalités de la vallée du Richelieu qui a encore ce capital naturel-là. Donc, il faut en être fier. Parce que quand on lit les modélisations, puis on voit des choses comme si on passe ces points de bascule-là, on protégera moins de 50% de la biodiversité, puis on aura des systèmes hydriques non viables. C'est épeurant. Alors, il faut développer, continuer à parfaire nos modèles pour que ces modélisations-là nous aident à identifier les meilleurs scénarios à tester, à mettre en œuvre. Mais c'est une science évolutive, hein? C'est un peu comme la COVID. Il y a plein de paramètres, il y a plein de variables qu'il faut considérer. Puis j'essaie de m'en inspirer tout en gardant certaines réserves parce qu'il y a des modèles des fois qui peuvent ne pas tenir la route. Donc, il faut être vraiment dans une pensée adaptative puis dans une gestion adaptative. Mais ça fait partie des choses que je considère. Maintenant, on va même... Je voudrais parler d'identité. Est-ce que d'identité écologique de la population en général, que ce soit au Québec ou à Mont-Saint-Hilaire, mais avez-vous un sentiment que la population réagit à ce que le GIEC peut dire, par exemple? Où est rendue la population là-dedans? C'est une question fleuve, celle-là, hein? De parler d'identité écologique, de juste parler d'identité. Si je me base sur des études, il y a des chercheurs en sociologie qui s'intéressent toujours à la place qu'occupent les préoccupations climatiques dans la société québécoise. Puis on voit que ça se cristallise, ça prend forme. Plus ces choses-là deviennent perceptibles par les sens, plus souvent les gens vont y adhérer. Mais il y a beaucoup de questions environnementales qui sont non perceptibles par nos sens. T'sais. Si je vous disais, moi j'ai fréquenté de nouveaux secteurs de la montagne pour entendre des espèces qui jadis étaient très communes, je le sais parce que mes sens me le rappellent. Quand je vois les changements, ça nourrit ma préoccupation. Mais l'identité, c'est quelque chose de difficile à saisir. Je saurais pas répondre vraiment à votre question, mais j'ai le goût de vous emmener sur un truc. C'est drôle parce que moi, mon identité écologique, c'est des gens dans mon entourage qui m'ont aidé à la forger au fil du temps. Je pense à un bon ami de la famille qui, quand j'étais très jeune, m'a fait lire un livre de psychologie sur l'identité masculine, un livre de Sam Keen. Puis Sam Keen proposait cette identité masculine en harmonie avec la nature qui prônait husbandry of earth, d'être comme un bon intendant de la nature. Puis ça fait partie de moi, mais je peux penser à plein de gens comme Lucie Sauvé qui m'ont aidé à parfaire mes compétences critiques, puis à forger mon identité écologique aussi. Puis il y a plein de gens qui ont contribué à ça. Donc, ça revient un peu à l'idée initiale que j'avais dit que finalement, notre identité, on la forge individuellement, certes, mais en groupe. Donc, j'espère, par mon passage à l'hôtel de ville, par mon passage à la tête de la ville, comme je le fais en classe, créer des conditions favorables pour qu'ensemble, on se crée une identité plus verte, parce que les Québécois ont tendance à se penser plus vert qu'on ne l'est vraiment. Il y a tellement plein de belles initiatives partout sur la planète que quand on se compare, certes, il faut être fier de notre hydroélectricité, il faut être fier de notre amour de la nature et ainsi de suite, mais il faut aussi se mettre au travail. Je pense qu'on a à apprendre de ceux qui se sont déjà engagés avant nous à repenser leur rapport à l'environnement. C'est peut-être pas votre force encore, puis j'avais pas pensé à aborder ça, mais justement, vous parlez d'hydroélectricité. On est quand même chanceux d'avoir une énergie, puis Dieu sait que l'énergie est à la base de tout. Hein, du fonctionnement de nos sociétés contemporaines, certes, oui, clairement. C'est ça. Donc, si l'énergie doit faire partie dans la pyramide encore de... par rapport au climat, là, dans la hiérarchie des facteurs écologiques. Donc, on a une position favorable quand même sur la planète avec l'énergie qu'on a.
Oui, puis il faudra peut-être que ça cultive en nous aussi un esprit de solidarité, parce qu'on a un avantage que d'autres sociétés n'ont pas. Mm-hmm. Il y a d'autres sociétés actuellement qui jouissent abondamment de ressources en hydrocarbures, Mm-hmm. puis c'est correct, mais peut-être que ça ne sera pas l'énergie du futur, donc peut-être qu'il faudra être solidaire avec d'autres parties de la planète, parce que nous, on a cet avantage-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ce qui sous-entend quand même de détruire des milieux naturels pour avoir des réservoirs, puis pour faire des barrages supplémentaires si on veut aider les autres. C'est le paradoxe. Oui, c'est peut-être le paradoxe, mais en se rappelant tout le temps que la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Donc peut-être qu'il y aura une sobriété énergétique qui s'installera dans le temps. Puis on a un gisement incommensurable, nous, d'énergie qui est à notre disposition au Québec. Le négawatt, l'économie d'énergie, il y a plein d'énergies renouvelables, il y a plein d'innovations technologiques qui fait que peut-être même que le modèle d'Hydro-Québec sera amené à changer parce que vous allez devenir producteur d'énergie comme moi, parce que nos toitures sont des espaces qui sont sous-utilisés en ce moment. On est heureux, ça nous protège de la pluie, de la neige, mais qui sait, peut-être qu'un jour nos toitures seront munis de panneaux solaires, puis on deviendra producteur. Donc oui, il y a fort à dire sur ça, là, mais c'est pas tout à fait mon domaine d'expertise, mais disons que de ce que j'en sais, il y a des avenues porteuses par rapport à ça. C'est ça. D'autres choses qui me fait penser à d'autres choses également, c'est que quand on parle d'autres énergies solaires ou éoliennes ou hydroélectricité, ça demande quand même de l'énergie construire ces structures-là. Ça demande des métaux, tout ça, qui sont déjà en train d'atteindre ou vont atteindre inévitablement le pic, éventuellement, parce qu'on a seulement une planète. On va être confronté quand même à veut pas, à une réduction de consommation. Oui, et puis à cet égard-là, mais je pense qu'il faut avoir encore là, c'est un autre auteur qui m'a influencé, mais Pierre Dansereau, qui parlait d'austérité joyeuse, d'une sobriété, on entend parler de simplicité volontaire ou autre, puis c'est vrai, ça revient à l'idée du négawatt, la meilleure énergie, c'est toujours l'énergie qu'on n'utilise pas, mais qui sait, peut-être que nos ordinateurs ou des serveurs pourront alimenter des serres, que nos bâtiments seront mieux orientés vers le soleil pour que le solaire passif joue une part plus importante dans notre cocktail de sources d'énergie. Peut-être que nos maisons seront branchées sur des réseaux géothermiques. Peut-être qu'il y aura de la géothermie collective. Car là, l'intelligence humaine est vaste, puis il faudra voir comment produire de l'énergie à moindre impact. C'est inévitable. Comment va notre démocratie dans tout ça? Comment on peut faire un lien entre la démocratie, le lien politique, la politique ou moi, je préfère employer le mot « le politique » plutôt que la politique. Là. Dans l'évolution de la démocratie, dans les pouvoirs qu'on peut avoir, se donner pour un futur bas carbone ou moins énergivore. J'ai le goût de mettre un peu des lunettes roses pour vous parler de démocratie. Parce que, comme maire, bien, c'est sûr que les récentes élections m'ont rendu fier. Dans un premier temps, ça a été un gros exercice démocratique pour moi, d'aller à la rencontre des gens, de faire du porte-à-porte, de former une organisation politique. Puis j'étais fier parce que dans notre municipalité, il y avait quand même 3 partis qui débattaient d'idées. Il y avait plusieurs candidats indépendants. Donc, clairement, il y avait un appel pour le politique, pour reprendre votre expression. Chose aussi fort agréable, si je compare la démocratie hilaire-montaise à d'autres démocraties locales, bien, vous me direz c'est pathétique parce qu'il y a moins de 50% des électeurs qui sont allés aux urnes, mais il y a quand même, si je ne m'abuse, tout près de 50%, 49% des citoyens de notre ville sont allés voter. Ce qui est significativement plus que bien d'autres démocraties locales au Québec. Et en plus de ça, c'est qu'il y a eu plus de gens qui ont voté aux dernières élections qu'aux précédentes. Donc, alors, si on prend les indicateurs usuels de l'état de notre démocratie, à Saint-Hilaire,
on se porte mieux qu'ailleurs. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça ne va pas si bien que ça. Ça va pas si bien que ça parce que dans bien des municipalités, la participation est pas particulièrement grande. Malheureusement, la place des femmes est pas aussi significative qu'elle devrait l'être parce qu'il y a une sous-représentation en politique par rapport à la représentation démographique ou la place que les femmes jouent dans la démographie de nos sociétés ou du Québec. La qualité du débat, des fois, est remise en cause. On remarque que sur les réseaux sociaux, il y a une hargne. Puis on dirait que les gens font preuve d'un peu moins de civilité sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Et ça a tendance, on le voit dans les élections provinciales actuelles, ça a tendance à déborder aussi dans le monde réel. Hein? Les gens s'interpellent, s'engueulent, c'est malheureux. Donc, la démocratie, c'est quelque chose qu'on entretient, c'est quelque chose qu'on doit aborder avec souci, puis avec... c'est un défi constant tous les jours. Quelle tendance, la démocratie? Parce que ce qu'on voit avec au Brésil ou même aux États-Unis avec Trump... Ouais, mais ça va un peu au-delà de mes compétences. Hein. Je suis un observateur local de ces réalités-là. Alors, vos considérations valent les miennes, mais je suis très intéressé par la chose. Je lis le Devoir à tous les matins, puis je m'attarde à ces préoccupations-là. J'ai décidé d'y contribuer positivement. Donc, j'espère créer un climat favorable au dialogue, malgré ce que peuvent dire certains adversaires politiques. Puis, j'espère créer des conditions favorables à l'exercice de la démocratie, notamment par une orientation bien assumée de fournir une information toujours factuelle, toujours puis abondante pour que la population puisse comprendre les enjeux, comprendre pourquoi on prend certaines décisions. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça puis qui voudraient, dans le fond, une démocratie directe, une démocratie très, très participative, mais il faut comprendre aussi qu'à l'échelle locale, hein, on est des créatures des paliers de gouvernement supérieurs. Mais quand même. Mais on y travaille, Est-ce que vous pouvez parler de projets de notre société Hilaire-Montaise, par exemple, pour... un projet de société plus largement, mais... En fait, oui. C'est pour... Oui. Est-ce que l'accent sur la transition Mont-Saint-Hilaire, le parti, est-ce que cet accent-là a été reflété par les votes qui sont tombés dans les urnes? Clairement, donc, notre proposition a plu à plus de fonctionne. 50% des électeurs qui sont allés voter. Donc, ça, c'est beaucoup. Même des fois, 65% des électeurs ont voté pour cette proposition politique-là. Donc, on peut s'en réjouir. Mais est-ce que c'est à des niveaux variables? Est-ce que c'est en dépit de d'autres propositions? Ça, je le sais pas. Mais pour nous, ce qui est important, c'est notamment d'y travailler par des choses aussi simples qu'un budget participatif, hein, que l'exercice budgétaire devienne quelque chose qui est mieux compris, partagé par des activités comme un budget participatif, mais aussi que la gouvernance de notre ville soit comprise, puis que la vision qui nous anime soit partagée. Notre exercice de planification stratégique en témoigne, les enquêtes qu'on a menées, puis les groupes d'entretien aussi. Notre souci pour la qualité des consultations publiques qu'on va mener, puis on espère toujours continuer à travailler ça, l'exercice de consultation publique. Donc, tout ça fait partie d'une intention de donner de la vigueur à notre démocratie, puis peut-être d'explorer de nouvelles façons d'exprimer nos valeurs démocratiques. Beau programme. Gros programme. Gros programme. Un programme sans fin. Ouais. On arrive un petit peu à la fin. Je voulais parler de peut-être vos peurs, vos colères, vos espoirs, votre confiance dans les années à venir, comme citoyen ou comme maire, ou pour les années butoirs là, qu'on reconnaît là, comme étant un peu 2030, 2050, 2100. Là.
Oui, hein, c'est étourdissant. C'est comme réfléchir à la mort. Il faut mener ces réflexions-là parce qu'il faut que chaque jour compte puis qu'on en fasse le meilleur usage possible. Mais quand on regarde trop loin, des fois, on s'enfarge dans nos baskets hein, parce qu'on ne regarde pas le prochain pas. Je pense que toute notre proposition politique de transition, c'est d'identifier le prochain pas. Alors oui, il faut considérer ces éléments-là dans une vision sur le long terme, mais il faut traduire ça dans des actions puis des plans d'action sur le court terme. Mes peurs, elles sont nombreuses, mais j'y fais face. Donc, la peur que le dialogue puisse plus jouer une place importante dans notre société, la peur qu'il nous manque du temps, toutes ces choses-là m'animent, mais rapidement, j'essaie de transposer ça d'une façon positive, de dire comment ça peut m'engager, comment je peux plus être porté vers l'action. Je pense que spontanément, c'est ce que j'aurais à dire sur ça. C'est bon. J'aimerais savoir le nom d'un mentor qui vous a animé, qui vous inspire, qui pourrait se retrouver dans votre chaise aussi, si c'est possible. Oui, qui pourrait se retrouver dans ma chaise. Mais j'ai le goût de vous parler de gens que j'ai lus, qui m'ont inspiré. Tu sais, Michel Jourdan, le défi écologiste, qui est un de nos rares manifestes écologistes québécois. Pierre Dansereau, David Suzuki, Albert Jacquard. C'est des fois des gens... puis après ça, des gens de mon entourage, ça peut être mon père, mon grand-père. C'est des gens qui m'ont inspiré. Mais des gens encore avec nous qui m'inspirent au quotidien, ben, je pense à Lucie Sauvé, avec qui j'ai eu le privilège de collaborer dans des projets. Sauvé, qui est professeur émérite à l'UQAM. Elle a été une personne très inspirante, mais il y a des Hilaire Montet qui m'inspirent. Je pense à Jacques Messier, qui est récipiendaire d'un Phénix de l'environnement, qui pourrait vous parler abondamment de batailles épiques comme celle du foyer Savoie. Je pense à des gens inspirants comme Louis Ainfield, qui est un entomologiste amateur qui a découvert une nouvelle espèce de papillon unique au Mont-Saint-Hilaire ou très peu recensé. C'est des gens inspirants de par leur passion. Puis là, ben, je cherche des noms de personnes. Récemment, là, il y avait dans l'Œil régional un collègue, puis là, juste parce que je veux vous dire son nom, ça me revient pas, là, mais qui est lui-même entomologiste, avec qui j'ai fait des trucs pour les Faucons pèlerins à Mont-Saint-Hilaire, qui est lui aussi récipiendaire d'un Phénix de l'environnement. Enfin, j'ai des gens comme ça qui me viennent, qui me viendront à l'esprit, mais c'est des gens qui ont une façon bien assumée d'être encore là, portés par l'action, puis qui ont mené des luttes, des combats ou des projets que j'ai trouvés inspirants. Donc, je pense que j'aime m'inspirer de l'action des autres, puis de leur engagement. C'est ça qui m'inspire. Ben, j'ai une dernière question. OK. Ben, j'ai fait venir avec moi mon fils, Vincent Morneau, et puis vous avez des enfants. Ouais. Je vous invite à donner un message à l'humanité, à ceux qui nous suivent. Et là. Une petite question. Ouais, ben, en fait, j'aurais le goût de vous dire ensemble. Ouais. Un peu comme le titre de mon émission, Réunion. Ben oui, Réunion. Hein. Ouais, alors, dans le fond, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est de se rappeler que nous sommes ensemble. C'était même un slogan politique. Puis ben c'est ça. Alors, moi, je ressens un profond plaisir quand je suis entouré de mes enfants, des membres de ma famille. Je ressens ce même plaisir-là quand je suis entouré de gens qui veulent se mettre en action, puis qui veulent qui sont dans un état d'esprit constructif, puis qui veulent s'engager ensemble, faire des choses ensemble. Je vous dirais que c'est une croyance très profonde que j'ai je crois qu'ensemble, on est capable de se mobiliser, d'utiliser l'intelligence humaine pour faire des choses plus grandes que soi,
c'est ça qui m'anime. Puis j'espère que mes enfants se souviendront de moi comme quelqu'un qui a voulu travailler avec eux, avec sa communauté pour construire quelque chose. Puis qui sait, peut-être on se souviendra de moi. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.